Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine qui sera dévolu à l'humanisation des soins. Et pour en parler, je suis heureux d'inviter Bénédicte Minguet. Bénédicte Minguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, vous enseignez d'ailleurs à la faculté de psychologie de l'Université de Liège et depuis 25 ans, vous développez une démarche d'humanisation des soins au groupe santé CHC de Liège. Alors, vous avez écrit une thèse sur cette humanisation des soins. Alors, peut-être on peut partir de ce travail intellectuel que vous avez développé. C'est quoi exactement cette humanisation des soins? Alors, on pourrait s'étonner, tout d'abord, en pointant une contradiction, puisque le soin est quand même une activité humaine, orientée et altruiste. Alors, a-t-on besoin vraiment de cette humanisation pour que le soin se réalise au mieux? Eh bien oui. Et cette humanisation, on va la déployer aujourd'hui en 4 temps, 4 dimensions, dont la première, c'est une dimension historico-sociologique qui va nous montrer comment petit à petit, d'une part la psychologie de l'enfant et les besoins qui ont été identifiés autour de la fragilité vécue lorsqu'ils sont pris en charge dans une institution, eh bien le regard qu'on a porté sur l'enfant a évolué au fur et à mesure des découvertes en psychologie notamment, et parallèlement la clinique institutionnelle, les méthodes de prise en charge, les dispositifs thérapeutiques pour prendre en charge les enfants ont évolué aussi au fil du siècle dernier et ont permis de mettre en évidence donc ces deux approches, d'articuler ces deux approches et de comprendre que c'est en fonction de l'identification des besoins des enfants qu'on a modifié les processus thérapeutiques et que les processus thérapeutiques ont pu alors être aménagés, reconstruits au fur et à mesure de cette évolution autour de cette psychologie de l'enfant. C'est une évolution assez récente, si je comprends bien. Alors oui, c'est assez récent. On peut dire que, par exemple, pour la pédiatrie, puisqu'on va parler de cette institution, de ces institutions qui accueillent les enfants, que ce soit dans des prises en charge somatiques ou des prises en charge plus psycho-affectives, je dirais. Mais en ce qui concerne la pédiatrie, il faut se rappeler que c'est dans les années 50, 1950, que la spécialité a émergé. Parallèlement, on a découvert la subjectivité de l'enfant, on a interprété ses symptômes, et donc on a reconnu qu'il y avait une individualité psychique chez les enfants, et ça c'est Françoise Dolto à l'époque qui a pu éclairer toute cette partie-là. Puis il y a eu la reconnaissance des droits de l'enfant, donc la déclaration des droits de l'enfant. Tous ces éléments ont convergé petit à petit pour pouvoir repérer finalement quels sont leurs besoins, et on a tout de suite identifié, ça c'est aussi juste dans l'après-guerre, d'une part avec ces événements historiques de la guerre, les traumatismes causés par la séparation ou par la perte des parents pour les enfants qui ont obligé les institutions à s'interroger sur la façon dont ils allaient les prendre en charge. Par après, il y a eu aussi la façon dont on a repéré ce qu'on a appelé l'hospitalisme, c'est-à-dire les carences, les grandes carences affectives lorsque l'enfant est hospitalisé ou lorsqu'il est en pouponnière, qui peuvent causer des effets totalement délétères sur le développement de l'enfant, qui peuvent même aller jusqu'à causer sa mort. Et donc on a identifié finalement les effets d'une forme de maltraitance institutionnelle sur le développement de l'enfant, qui a permis petit à petit dans les années 90 ou 90, c'est Daniel Rapaport qui en parle très bien en France, de pouvoir établir ce qu'on va nommer la bientraitance envers les enfants, qui est aussi qui a pour corollaire la bientraitance institutionnelle et qui va nous servir petit à petit d'appui pour comprendre quelles sont les meilleures conditions d'accueil qui ne vont pas avoir d'effet délétère sur le développement cognitif, physique, psychologique de l'enfant. Et nous allons donc arriver un peu plus tard
en 1989 notamment, à la Convention des droits de l'enfant. Donc on va pouvoir s'appuyer sur la reconnaissance de ces droits, le droit à l'information, le droit à avoir cette présence affective en permanence à ses côtés lorsqu'il est hospitalisé par exemple, puisque nous allons donc recevoir aussi la Charte des droits de l'enfant hospitalisé, qui n'est pas une loi, mais qui est une façon d'inciter notamment les hôpitaux à adapter leur environnement thérapeutique en fonction des enfants de tous âges, évidemment, de 0 à 15, parfois à 18 ans. Vous sentez, vous, parce que vous avez une expérience de terrain évidemment, vous sentez une véritable évolution dans cette approche de l'humanisation des soins dans les milieux pédiatriques aujourd'hui ? Alors oui, il y a eu réellement une évolution puisque les institutions se sont appuyées, se sont réappropriées ces droits pour pouvoir modifier leurs pratiques, modifier leur environnement, modifier leurs dispositifs thérapeutiques et prendre en compte les spécificités de l'enfant. Quand l'enfant est tout petit, il y a la nécessité d'avoir les parents autour de lui, si on parle de l'hospitalisation. Donc il faut faire de la place pour que les parents puissent non seulement être présents, mais avoir un rôle particulier auprès de l'enfant. Donc ça va avoir une conséquence sur le rôle des soignants. Il y a une articulation qui doit se faire, il y a des rôles qui se partagent ou qui se précisent, en tout cas l'un l'autre. Les pratiques donc, ont évolué petit à petit aussi en fonction de ces arrivées nouvelles et de ces considérations nouvelles, de ce regard nouveau porté sur l'enfant. Par rapport à cette notion d'humanisation des soins, vous avez écrit donc votre thèse sur cette thématique-là. Elle est un peu unique en son genre. Est-ce qu'il y a, c'est quelque chose aujourd'hui qui commence à se répandre un peu partout ? Alors certainement que c'est un mot qui est très présent, un concept qui est très présent dans les institutions. Comme je vous ai dit, c'est un mouvement historique. Mais je pense que une des particularités, c'est de pouvoir articuler, comme je disais tout à l'heure, des cliniques différentes qui permettent d'avoir une vision sans doute plus complexe, plus systémique de ce processus d'humanisation des soins. Donc il y a en même temps tout ce qui concerne cette clinique de l'enfant et la reconnaissance de l'ensemble des besoins de l'enfant et des conditions nécessaires à son bon développement. Et d'un autre côté, l'institution va aussi évoluer. Elle va évoluer dans son organisation du travail, elle va évoluer dans sa professionnalisation, elle va évoluer dans la façon de travailler au niveau multidisciplinaire. Et donc, cette articulation de champs différents, dirons-nous, parce qu'il y en a encore d'autres, il y a le champ de l'organisation, il y a le champ de l'éthique, il y a le champ de la psychologie. Je pense que cette complexité, elle est sans doute dans la thèse, elle a été très intéressante à démontrer pour pouvoir l'aborder dans toute sa complexité. Est-ce qu'avec cette humanisation des soins, l'enfant vit mieux son séjour hospitalier ? Il est évident qu'avec cette humanisation des soins et donc l'adaptation de l'environnement thérapeutique à l'enfant et la compréhension aussi dans la relation thérapeutique que chacun des professionnels a avec l'enfant, il est évident que l'enfant peut s'appuyer sur l'ensemble de ces éléments de résilience, va-t-on dire, pour pouvoir traverser cette expérience d'hospitalisation qui est toujours contrainte pour lui. Eh bien, je vous propose de développer, peut-être d'approfondir cette approche-là dans le cadre d'une autre émission. Monique Minguet, merci de nous avoir pris le temps de nous présenter de manière un peu globale cette humanisation des soins. Et au cours de ce magazine, nous aurons l'occasion d'approfondir différents points pour vraiment bien saisir l'importance de cette nouvelle approche en milieu, en tout cas hospitalier. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.